Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je poursuis ma rétrospective de la saga Scream qui va nous mener tranquillement vers la sortie du 5e opus le 12 janvier prochain au cinéma et il est temps d'évoquer le deuxième métrage sorti à la fin de l'année 1997 ou été 98 pour nous, Scream 2, toujours réalisé par Wes Craven, une nouvelle fois sur un scénario de Kevin Williamson et avec de retour au casting en tant que survivant de la tragédie de Woodsboro, Neve Campbell dans le rôle de l'héroïne Sidney Prescott, David Arquette et Courtney Cox qui se cherchent, du moins leur personnage durant le métrage, parce que dans la vraie vie c'était trouvé, ils étaient en couple, il me semble à l'époque. Jamie Kennedy est de retour aussi, de même que Liev Schreiber, alors qui n'était là qu'en caméo vidéo dans le premier Scream, mais qui ici a un rôle plus conséquent en tant que Cotton Mary, qui apparaît en chair et en os. Citons aussi la présence d'autres protagonistes, donc acteurs, actrices, qui arrivent ici pour donner un peu de piment, notamment Timothy Olyphant, Laurie Metcalf, Elise Neal, encore rapidement, presque en caméo, mais parce qu'ils ne font pas long feu dans le film, des présences de Sarah Michelle Gellar, et oui, Buffy, dans Buffy contre les vampires, Jada Pinkett Smith, dans un de ses premiers grands rôles au cinéma, enfin, premier rôle au cinéma, un grand rôle, oui, pour le début en tout cas, Omar Epps, et dans leur propre rôle, et c'est ça qui est amusant, parce qu'on a ici un autre côté méta, Tori Spelling ou encore Luke Wilson, qui jouent Sidney Prescott et Billy Loomis. Attention, je vais spoiler le premier film, l'un des tueurs de Scream. Oui, parce que en fait, on remet en scène ici les événements de Woodsboro dès le début du film, dans un film dans le film, intitulé Stab, adapté des écrits de la journaliste Gay Weathers. Ouais, et c'est ainsi que d'ailleurs l'opus commence avec cette projection au cinéma et le meurtre de deux personnes, l'un aux toilettes et l'une face écran. Le cauchemar recommence, Ghostface, donc ce tueur masqué, est de retour, et pendant ce temps, Sidney Prescott, qui pense être tranquille dans son université, où elle fait des études et elle a envie de devenir actrice, vraiment côté méta un peu partout, encore une fois, eh bien elle sait très bien que malheureusement son destin est tracé, elle va devoir une nouvelle fois affronter un ou plusieurs tueurs, et donc se protéger, mais aussi protéger les siens tout en se méfiant d'eux. Ah oui, parce que l'histoire recommence, et donc on va suivre la survie potentielle de Sidney Prescott, peut-être jusqu'au bout. En même temps, il y a eu d'autres films derrière, donc vous pouvez imaginer quand même qu'elle ne meurt pas ici. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est compliqué. J'ai un rapport particulier avec Scream 2, que j'ai toujours beaucoup moins aimé que le premier, ça c'est clair, ça ne changera pas. J'ai même plus d'affection pour le troisième, mais ça j'y reviendrai quand je reverrai le troisième. Or, quand je l'avais revu il y a quelques années, avec le 3 derrière, bizarrement j'avais repréféré le 2. Mais là, en revoyant le 2, il faudra que je revoie le 3, parce que j'en parlerai très bientôt évidemment, c'est le problème de ce film, c'est que un visionnage sur deux, je vais apprécier toujours quand même, parce que c'est cohérent par rapport au premier film, on est dans une saga qui se suit, centrée sur un personnage principal qui est vraiment en pleine malédiction, on va y revenir, mais je trouve que ici c'est quand même un brûlot très sage, tout en ayant des scènes marquantes. On essaye de faire une sorte de copier-coller du premier film, mais c'est assumé dès le début, puisque les personnages entre eux ici parlent de remake, de plagiat, le tueur visiblement choisissant ses premières victimes par rapport à des noms en rapport aux victimes donc de Woodsboro du premier Scream. Donc voilà. Mais ça ne va pas assez loin. Alors, je ne sais pas s'ils ont voulu édulcorer le truc. Ça fait presque trop sérieux par rapport au premier film qui assumait son décalage, voilà, son côté référencé, un peu tout ça. Évidemment, on grandit, on n'est plus au lycée, on est en université, donc voilà, c'est peut-être pour ça que ça paraît plus mature, mais je trouve que du coup c'est moins marquant, même si, voilà. Alors, il y a aussi ce petit souci peut-être de scénario, parce qu'à la base, il y avait une première version qui malheureusement a leaké, et du coup ils ont dû rechanger leur plan, et est-ce qu'ils n'avaient pas plusieurs plans en tête? Alors ici on se retrouve avec une finalité moins marquante, je trouve, presque tirée par les cheveux, alors je n'en dirai rien, je ne spoile pas, mais bon, c'est qu'il y a des choses qu'on voit venir clairement gros comme une maison. D'ailleurs, attention à la VF là-dessus, je n'en dis pas plus, mais là ça a été mal géré. Et donc en même temps, ok, c'était évident. Et de l'autre, on ne pouvait pas deviner, mais ça fait un peu bizarre. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, ça permet une continuité et ce sera confirmé dans le troisième, et presque aussi dans le quatrième. Donc l'univers est là. Mais après, les meurtres sont un peu moins fous, quoique quand même, ce qui se passe au cinéma au début c'est bien géré, mais bon,
il y a des choses, voilà, c'est intéressant de voir les spectateurs qui voient donc la protagoniste jouée par Jada Pinkett Smith qui se fait assassiner, ils croient que c'est fake, ils croient que c'est de la promo, mais non, en fait c'est vraiment un vrai meurtre, c'est un peu glauque. Il y a d'autres tueries qui sont, pourquoi pas, voilà, notamment quand les gardes du corps, il y en a qui se fait il finit par avoir la tête transpercée après un accident par un tuyau. Ouais, il y a des moments un peu durs. Cette scène, moi, que j'ai préférée dans les studios de la fac, même s'il n'y a pas vraiment un meurtre là-dessus, avec la glace où le son est isolé, donc ouais, il y a des choses. Bon, je ne dis pas ce qui se passe vraiment, parce que voilà. Mais, et puis, quelques scènes passionnantes au théâtre, là où Sidney répète sa tragédie, puisqu'elle voilà, est devenue actrice de théâtre, enfin, en plus, elle aspire à cela, et elle joue Cassandre, et donc là, d'ailleurs, là aussi, il y a un côté méta. Oui, bah, d'ailleurs, on va y arriver, parce qu'au-delà des meurtres et des moments de flip total, je trouve que sur le plan mise en abîme de certaines choses, ça va presque plus loin que le premier, tout en étant moins subtil. Dans le sens où, par exemple, les références aux autres films d'horreur, il n'y en a pratiquement plus, si ce n'est dans la révélation finale, qui va rappeler un film d'horreur, je peux le dire, un vendredi 13, presque, clairement d'une certaine façon, mais ici, ouais, c'est un peu forcé. Dans le sens, par exemple, où on voit des étudiants en cinéma au début, dont Randy fait partie. Randy, c'est l'amoureux et conduit de Sidney, qui se font des délires sur les suites. Est-ce qu'une suite peut surpasser le premier? Il y a eu des exemples dans l'histoire du cinéma, comme Terminator 2, Parrain 2, puis il y a une discussion sur Alien 2, oui, non, on ne sait pas. Et on a l'impression qu'ici le film essaye de se justifier que oui, on pourrait surpasser le premier, mais en même temps que c'est pas gagné. C'est marrant parce que t'as presque de l'autodérision involontaire, mais c'est pas assez décalé par rapport au premier film pour que ça marche totalement. Voilà. Et donc évidemment les règles sont là, Randy les évoque, forcément elles changent, c'est une suite, il faut que ce soit plus gore, c'est pas vraiment le cas en soi d'ailleurs, et puis bah, oui, un lien voilà, qui revient du passé ou pas, bref. Et donc, évidemment, on suspecte tout le monde, même nous, survivants de Woodsboro, parce qu'on peut quand même se dire, c'est eux les premiers suspects, hein. Mais est-ce que c'est simple, etc. La relation entre Gay Weathers et donc Dewey, l'ancien shérif adjoint du premier film, ouais, allez, je t'aime moi non plus, mais ils sont touchants, voilà. Puis on voit que les acteurs, ils s'aiment bien, vraiment, donc il y a quelque chose qui marche. Et puis c'est surtout, le film il fonctionne pour donc le côté Cassandre, oui, si on veut, de Sidney Prescott qui joue ce personnage-là et qui a le même destin qu'elle dans la tragédie, elle voit tous ses proches potentiellement disparaître, elle ne peut jamais s'attacher, et c'est ce qui sera un petit peu le cas pour elle tout au long de sa vie. Ça sera encore plus renforcé dans le troisième, où elle vivra recluse. Donc, ouais, ça c'est intéressant, d'autant plus que Neve Campbell a un upgrade de jeu. On voit bien ici que son personnage a évolué de l'adolescence, qui a subi tous ces drames, et qui maintenant essaye de devenir adulte malgré tout, mais on sent qu'elle est encore brisée, et ça ne va pas mieux ici. Mais c'est une survivante, c'est une battante, c'est un peu la Linda Hamilton, petite remarque de la fin du film, c'est vrai qu'elle a petit peu ce côté-là quand elle se bat et quand elle... voilà. Mais le cauchemar ne sera peut-être jamais fini pour elle, d'ailleurs, on va encore voir ça dans le 5e opus, parce qu'à un moment ça va vraiment finir pour elle, d'une manière ou d'une autre. Qu'elle soit la victime ou la tueuse. Non, ça serait drôle ça. J'aimerais bien qu'elle devienne tueuse au final, à la fin de Scream, qu'elle meure, voilà, quand ça sera fini. Et est-ce que ça finira un jour? Ça c'est une petite parenthèse. Non voilà, donc c'est un film qui est passionnant, qui a une bonne musique, moi j'aime bien la BO. Alors pas la BO, rajout de musique en plus. Bon, ils ont repris du Nick Cave pour Stab, d'ailleurs c'est marrant, vraiment les références comme ça croisées. Mais les compositions pures du film de Marco Beltrami, qui marchent bien, notamment le thème Dewey Gale, qui fonctionne très bien, et il y a même une composition, alors je crois qu'il n'est même pas crédité, de Danny Elfman dans donc, cette scène de répétition Cassandre, où Sidney pense voir le tueur parmi les danseurs masqués autour d'elle. Ça c'est pas mal. Mais il y a des choses qui ne sont pas assez approfondies, et d'ailleurs je crois que son prof de théâtre, il me semble que c'est Dave Warner qui le joue. J'ai un doute parce qu'il n'est pas crédité, mais j'ai reconnu sa tête. Enfin, à vérifier, mais il me semble que oui. Donc voilà, c'est bizarre. Peut-être des problèmes avec le producteur derrière, ou qu'il a juste fait un caméo gratuit, je ne sais pas. Bon bref, c'est une suite loin d'être inintéressante, mais moins marquante, parfois poussive, sur ses révélations aussi. Mais ouais, il y a des choses qu'on voit trop venir quand même, hein, et ça, bon, vaut mieux le voir en VO, là pour le coup clairement, mais bon, j'en dis pas plus, mais
sur la révélation de qui est Ghostface, quand même. Voilà, hein, bon, bref. Mais ouais. Et puis il y a aussi cette sous-lecture des sororités, des fraternités de fac, bon, c'est un peu relou. En tout cas, voilà, un film qui s'inscrit dans cette époque-là du revival du slasher, qui a été lancé par le premier film. D'ailleurs, il y a aussi Joshua Jackson qui apparaît là, et qui sera dans Urban Legend peu après. Je crois qu'il y a une autre actrice de Urban Legend là-dedans. Et tous les Souviens-toi d'été dernier, tout ça, bah, c'est l'époque. Mais c'est vrai que ce film est du coup un peu plus aseptisé, moins marquant, plus forcé que le premier, mais quand même, c'est une suite qui fonctionne dans l'univers et la cohérence de la saga. Alors je le mettrai entre 6 et 7, je suis embêté, je vais quand même rester à 7, parce que j'ai un petit attachement. Mais voilà, c'est tout. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette suite, meilleure, moins bonne que la première, par rapport au troisième aussi, que je défendrai peut-être bientôt ou pas, si vraiment le revisionnage m'est pénible. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!